Bonjour à toutes et à tous, c'est Manel Bernoucy. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Leaders on Purpose podcast. Dans ce podcast, on s'intéresse au parcours de leaders qui nous inspirent, des leaders nationaux ou internationaux. On apprend à les connaître et nous faisons cela non pas via leurs accomplissements, qui sont certes nombreux, mais plutôt en se connectant à ce qui nous lie tous, la vie. Cette expérience humaine que nous partageons avec ses hauts, ses bas, ses apprentissages, les choix qui l'accompagnent. Un concentré de sagesse et d'expérience et une bonne dose d'inspiration. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un homme dont le parcours force l'admiration. À l'âge de 6 ans, il vit un accident tragique qui le brûle sur 70% de son corps. Cela aurait pu le briser, mais il a choisi d'en faire un point de départ. Sans bac, il commence comme homme de ménage dans un hôpital. Il deviendra infirmier, puis entrepreneur social, puis fondateur d'organisations qui ont transformé des millions de vies. Aujourd'hui, il siège dans des conseils d'administration, co-dirige un véhicule d'investissement à impact, Banlieue Capital, qui a contribué à l'émergence d'une licorne et accompagne la croissance de start-up dans la santé, l'éducation et la petite enfance. C'est l'histoire inspirante de Abdelali El-Badawi, très attaché à ses origines de Zagora au Maroc au sein d'une famille amazigh. Il a été reconnu par la puissante ONG américaine Ashoka, par la fondation Bill and Melinda Gates. Il a aussi reçu le prix du citoyen européen par le Parlement européen. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de ce qu'on construit avec ses cicatrices et de ce que cela signifie de mener une vie alignée. Abdelali El-Badawi, bonjour et bienvenue sur Leaders on Purpose podcast. Bonjour Manel, merci pour cette invitation. Très heureuse de te recevoir, Abdelali, vraiment, d'autant plus que tu as une histoire exceptionnelle qui ne manquera pas d'en inspirer plus d'un. Alors, tu es d'origine, ta famille est d'origine de Zagora, dans le sud marocain, une famille amazigh. Tes parents étaient bergers, tous les deux. Ton papa, tes oncles, ton grand-père ont longtemps travaillé dans les mines de charbon au nord de la France. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette enfance ? Quelles sont les valeurs que tu as héritées de ces origines-là ? Je pense que la valeur et les valeurs que j'ai apprises petit à travers cette éducation et la manière dont j'ai vu ces hommes grandir, c'est une valeur de partage et de solidarité. Et je crois que c'est essentiel de le dire aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes, que la notion de partage, elle doit être, je dirais, un patrimoine immatériel qu'on doit préserver, on doit transmettre. Et moi, j'ai eu la chance, finalement, j'ai eu ce plaisir de croiser tout cela à travers mon grand-père, mes oncles, mon père, mais aussi la famille au global, qui sont, je dirais, centrales dans tout ça. Et puis, je pense que, finalement, c'est pas que ces hommes qui ont travaillé dans les mines de charbon, c'est aussi ces femmes, ma mère, ma grand-mère qui nous a éduqués. Moi, j'ai aujourd'hui ma grand-mère, par exemple, qui est partie il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui même, dans le village, les décisions qui aujourd'hui se prennent, se posent la question toujours de dire qu'est-ce qu'elle aurait dit, qu'est-ce qu'elle aurait décidé. Parce qu'elle était centrale. Elle avait vraiment un poids énorme. Elle faisait 1m60, alors que mes oncles faisaient 1m90, 1m85. Et donc, je me dis, mais comment elle, ce petit bout de femme, a fait pour maîtriser autant d'hommes, et leur dire qu'est-ce qu'il faut faire et avoir vraiment cette force et ce courage. Donc voilà, je crois que c'est une équation d'hommes et de femmes qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, nous ont transmis beaucoup d'amour. Et donc ce que je retiens, c'est beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de partage, de solidarité. Et ça, je ne l'oublierai pas, c'est ancré à jamais. Donc c'est ce qu'on veut aujourd'hui transmettre. Absolument, beaucoup d'amour, beaucoup de partage, des valeurs qui restent ancrées, qui créent le socle pour ce qui va venir après. Alors, Abdelali, à 6 ans, il y a eu un moment clé, il y a eu un basculement. Que s'est-il passé et qu'est-ce que ça a changé en toi ? Alors, c'est toujours un moment particulier d'en parler parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, je me rappelle comme la seconde près. C'est-à-dire, je me rappelle de chaque moment de ce qui s'est passé. Donc, pour être, je dirais, le plus succinct. Donc, moi, chez nous, on avait l'habitude de recréer l'ambiance du hammam dans la salle de bain en France. Et donc, ma mère avait chauffé près de 20 litres d'eau dans une gamelle. Et moi, je suis arrivé en fait dans la salle de bain. Il y avait une espèce de pellicule
d'eau au sol et j'ai glissé. En fait, au moment de glisser, j'ai attrapé la gamelle qui est tombée sur moi. Et en fait, à ce moment-là, je me rappelle encore, c'est que je sentais aucune douleur. Tellement j'étais choqué de ce qui se passait que je n'avais aucune douleur. Et je me rappelle que ma mère et ma sœur se sont précipitées pour me retirer des vêtements. Et en fait, à ce moment-là, ils ont retiré la peau. Et toujours aucune douleur. Si ce n'est que quand, en fait, le SAMU est arrivé, les pompiers, les médecins, je me suis rendu compte que c'était grave. Et là, je me suis mis à pleurer. Et puis, les médecins essayaient de me perfuser, essayaient de faire en sorte de m'hydrater très rapidement. Donc, ils m'ont après transporté à l'hôpital. Je suis resté plusieurs mois en chambre stérile. J'ai été opéré, des greffes de la peau, mais aussi des opérations, des infections. Et ça a été un accompagnement. Et c'est vrai que ce moment-là, souvent, on me pose la question. Et je me rappelle d'avoir été sur un plateau de télé français, sur Canal+, où un des invités qui était là, qui était Olivier Barou, réalisateur de films, qui me regarde et qui me dit « Mais est-ce que ce qui vous est arrivé, c'est une bénédiction ?» Et là, je regarde, je réfléchis pas et je dis oui, c'est une bénédiction pour plein de raisons. Parce que cet accident, je pense que s'il m'est arrivé à moi, c'est aussi parce que aujourd'hui, avec le temps et la réflexion, je me dis que c'était aussi une manière de me rapprocher de ma mère, de me rapprocher de mon père et de me rapprocher encore plus de ma mère et d'avoir cette conscience de la place de la mère dans la société, des femmes de manière générale. On en reparlera peut-être tout à l'heure sur les projets. Et je crois que vraiment cet accident, c'est vraiment pour moi aujourd'hui, à mon âge, d'où je viens et de ce que je suis en train de faire, c'est vraiment une réalité de bénédiction. Ça en dit beaucoup sur le mental et sur les choix que nous faisons. C'est-à-dire qu'un accident comme ça, on peut soit l'interpréter et l'intégrer comme quelque chose de négatif, soit en faire quelque chose de positif. Et toi, tu as choisi d'en faire un tremplin. Et c'est une sorte c'est un regard aussi que nous avons sur la vie. On peut dire que les choses arrivent contre nous, elles arrivent pour nous. Et en fait, faire ce choix de dire non, c'est une bénédiction, je trouve que c'est là le moment de décision, c'est là où tu as pris les choses en main. Et est-ce que tu le vois comme... À quel moment tu as décidé que c'était une bénédiction ? À quel moment ce déclic s'est opéré pour toi ? Je pense qu'il s'est opéré dans chaque moment de ma vie, dans chaque étape, que ce soit à l'école, ou que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat. Jamais victime, toujours le... Ouais, et en fait, le mot injustice, chez moi, c'est transformé en solution. Et pourquoi ? Parce que plus jeune, j'accompagnais mon père, mon oncle ou mon grand-père à des rendez-vous chez les médecins parce qu'ils ont été touchés d'amiante et de silicose du fait d'avoir travaillé dans les mines de charbon. Et je m'étais dit, c'est une forme d'injustice, mais comme j'ai grandi avec une éducation positive, qui est une éducation d'être utile aux autres, d'être dans la solution, dans la proposition de solution, eh ben, j'ai dit, si je fais quoi que ce soit dans notre société, ça sera pour que ce soit bien, que ce soit pour le bien. Et ça, je veux dire, finalement, ce déclic, c'est un quotidien, en fait. C'est chaque matin que je me lève, il faut gagner la médaille olympique. Et la médaille olympique, elle demande du travail, elle demande de la patience, elle demande du courage, elle demande d'accepter ce qu'on vit au quotidien et de transformer ça en quelque chose qui nous dépasse. Et ça, forcément, je crois que je l'ai appris de parents bergers qui ont cette nature il faut que tout ça nous dépasse et que tout cela ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est le travail. Le résultat ne nous appartient pas. Absolument. Le résultat ne nous appartient jamais, mais on est responsable de mettre l'effort en amont. Alors après, Ablali, il y a eu le début dans la vie professionnelle. Donc tu l'as mentionné, tu n'as pas le bac, tu commences comme homme de ménage à l'hôpital. Comment tu vis cette période à l'époque ? Ouais, alors comment je la vis ? Je pense que je sais pas trop. D'abord, pourquoi ? Parce que avant de vivre cette étape-là de ménage, j'ai eu un parcours scolaire très difficile. J'ai redoublé 2 fois. Je me suis retrouvé dans la même classe que mon petit frère en 5e. Ça a été très difficile pour moi de voir tout ça, d'avoir aussi cette compréhension que finalement je ne pouvais pas être
quelqu'un qui réussit sa vie scolaire. J'ai été rejeté, donc ça a été pour moi une manière finalement de comprendre autrement le monde et autrement la vie. J'ai eu dans mon passage quand même beaucoup de rencontres. Je crois que ce qui a fait que ce que je suis aujourd'hui, c'est les rencontres humaines, les gens qui m'ont donné des opportunités, qui m'ont fait confiance, qui à un moment de leur vie m'ont fait un sourire, m'ont tendu la main, m'ont dit un mot chaleureux, un mot d'amour qui m'a donné confiance et m'a permis finalement de me surpasser. Et c'est vrai que à ce moment-là, comment je le vis, je pense que quand j'ai ma première opportunité à 16 ans de faire un stage de 2 semaines à l'hôpital, dans le ménage, je n'y crois pas en fait. Je n'y crois pas parce que pendant toutes ces années précédentes, tu as été déçu, j'ai été déçu, on ne m'a pas donné forcément tout le temps l'opportunité. Je crois que la seule qui m'a été donnée, c'est dans le sport, donc on y reviendra. Mais vraiment, je pense que si j'ai un conseil à donner à des adultes qui accompagnent des jeunes, c'est donnez-leur la possibilité de s'exprimer. Ne faites pas tout à leur place, mais donnez-leur la possibilité. Même s'ils font les choses avec beaucoup de difficultés ou qu'ils le font mal, ne les jugez pas, accompagnez-les, soyez à l'écoute. Et ça, c'est important aujourd'hui dans notre société, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui va tellement vite, les réseaux sociaux, Internet, Absolument. etc. Donc, voilà. Ce stage s'était très bien passé finalement. Ça t'a ouvert d'autres opportunités dans Bien le milieu sûr. hospitalier, n'est-ce pas? Ouais, Vincent, qui est un cadre de santé, qui à ce moment-là me rencontre et moi, il me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis bah, rien, on m'a viré de l'école. Et c'est vrai qu'il n'y avait aucun établissement qui voulait de moi. Il me dit bah, écoute, est-ce que ça te dit de faire 2 semaines de stage? 2 semaines de stage, pourquoi faire? Elle me dit à l'hôpital, mais dans ma tête, je fais l'hôpital, je l'ai toujours vu en passant ou quand j'allais emmener mes parents. Jamais avec ce regard de quelqu'un qui allait y être pour y travailler. Et pourtant, quand j'ai eu mon accident plus jeune, je m'étais toujours dit que je serais quelqu'un qui serait un médecin dans la santé, qui soignerait des gens, etc. Et c'est vrai que quand il me dit bah, viens faire ce stage, j'y crois pas, mais il me dit tu commences comme tout le monde, par le ménage. Et là, je dis le ménage, ok, je sais pas faire le ménage, mais ce que je sais faire, c'est voilà ça. Il me dit écoute, tu vas apprendre. J'ai fait 2 semaines, et là, j'ai eu 2 situations. La première, c'est que je fais la rencontre de Marie-Antoinette, qui est une personne âgée dans sa chambre. Et là, je lui pose la question, parce que j'avais vu dans son regard qu'elle était vraiment malheureuse, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, mais attends, moi, j'ai pas été éduqué à ce que les gens soient malheureux autour de moi, donc j'ai une forme de ressenti tout de suite qui me vient, quoi. Je lui dis, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Elle me dit, non. Et là, à ce moment-là, quand je la regarde, je lui dis ça avec le sourire. Et je lui dis, ben, vous avez besoin de rien? Elle me dit, non, tu m'as tout donné. Et là, je me suis rendu compte, qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne vais pas donner d'eau, je ne vais encore rien donner. Elle me dit, eh ben, tu m'as donné quelque chose qu'on ne m'avait pas donné depuis très longtemps, le sourire. Et là, je me suis dit, ben, il y a quelque chose. Et là, je me suis rendu compte que le don de soi, le don immatériel, est plus important que le don matériel. Et là, ça m'a ouvert l'esprit. Et puis, la fin de ce stage qui s'est merveilleusement bien passé, avec cette note, je me rappelle, Vincent qui me dit 20, je ne peux pas te donner parce que l'homme parfait n'existe pas, mais je te donnerai à 19. Et là, il me donne 19, c'était la première très belle note que j'avais eue. Et là, je me suis dit, ouais, ok. Finalement, je suis resté 7 ans. 7 ans en tant qu'homme de ménage, j'ai fait tous les petits boulots de l'hôpital. Homme de ménage, auxiliaire de vie, brancardier, j'ai travaillé à la morgue. Vraiment, j'ai fait la stérilisation, j'ai fait tous les petits boulots. Et aujourd'hui, je remercie vraiment les femmes de ménage pour tout ce qu'elles m'ont apporté. Vraiment. C'est clair. Cette humanité qui fait la différence, en fait. Surtout dans ces milieux-là, il y a beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de peur, beaucoup d'incompréhension, souvent, pour les gens qui sont admis à l'hôpital. Et donc, souvent, un sourire, un mot, quelque chose fait toute la différence. Et franchement, beaucoup de respect pour toutes les personnes qui créent cette différence-là. Alors, pour poursuivre un petit peu sur ce chemin, à quel moment tu décides de devenir infirmier et pourquoi? En fait, je ne décide pas. Encore une fois, je saisis les occasions. Et toujours Vincent qui, 7 ans après, me dit mais il faut que tu deviennes infirmier et tout. Je dis mais moi j'ai pas le bac, c'est compliqué, comment on fait? En plus, voilà, je fais des fautes d'orthographe à tous les mots. J'avais cette... je pense que
j'osais pas parce que j'avais des freins en fait. C'est pas fait pour moi. L'école d'infirmier, je l'ai toujours vu comme étant un peu l'élite. Je me suis toujours vu très loin de tout ça. Il me dit écoute, on va essayer. On a été voir la directrice de l'établissement, Madame Suleiman, qui a vu Vincent. Vincent lui dit écoute, voilà le profil, ce qu'il fait et tout. Il lui dit écoute, moi je le connais pas, mais je lui fais confiance par rapport à toi. Et j'espère pas me tromper. Il lui dit tu vas pas te tromper. Et là, je passe le concours d'infirmier. Je l'ai, je rentre à l'école. Et de 2007 à 2010, je fais 3 ans et demi d'études d'infirmier qui se sont extrêmement bien passées, puisque c'est là où j'ai excellé, mes meilleures notes dans les services, j'ai eu que des très bonnes notes. Il y a un déclic qui s'est opéré, tu penses ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe aussi bien ? C'est le fait qu'on t'ait fait confiance, du coup tu t'es fait confiance toi-même. Ouais, on m'a fait confiance, je me suis fait confiance moi-même, et je devais être redevable de la confiance qu'on me donnait. C'est ça et aussi. Ne pas décevoir. Mais en même temps, ceux qui m'avaient donné cette confiance m'ont pas dit tu me déçois pas, etc. Ils m'ont accompagné, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait confiance aveuglément. Sans pression. Et ça, c'est rassurant parce que je crois que avoir confiance, mais se dire que on nous donne confiance, mais on a peur de décevoir, c'est extrêmement compliqué. Il y a une forme de dichotomie qui est pas simple à gérer en tant qu'être humain. Et donc là, on m'a vraiment pas fait sentir cela. Donc ça a été vraiment extrêmement puissant dans la manière dont j'ai vu les choses. Alors tu es passé par plusieurs services, pédiatrie, psychiatrie, réanimation. Qu'est-ce que ces environnements t'ont appris sur l'humain ? Déjà sur moi-même, qui avait une richesse et une pluralité de services, de patients, de parcours de vie des gens, mais aussi des parcours de vie qui pouvaient aussi ressembler aux nôtres. Personnellement, moi j'en parle très peu, mais j'ai un grand frère qui est schizophrène depuis une quinzaine d'années, qui vit dans la rue, et souvent quand je prends la parole en disant moi j'ai un frère qui vit dans les beaux quartiers de Paris, rue de Rennes, qui sont l'un des quartiers les plus riches de Paris. Et puis là, ils pensent que mon frère a travaillé dans une grande entreprise. Et quand je leur dis, mais non, il vit au pied des immeubles, en fait. Dans la rue, dans la difficulté, dans l'errance médicale, dans le fait que il vit aussi sa maladie un peu seul. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, c'est pas faute d'essayer. On a une famille où on a envie qu'il soit bien, mais c'est très compliqué aussi de vivre la maladie. Et donc, de le vivre comme à l'intérieur de sa chair, et en même temps de le vivre quand tu es soignant, forcément tu vis les choses avec beaucoup de recul, beaucoup d'empathie, beaucoup de patience, et puis aussi, je crois aussi beaucoup d'amour. Donc je crois que l'hôpital, ou en tout cas la santé, pour moi, c'est l'économie de la vie. C'est le cœur de notre société. On ne doit pas mettre de côté la santé, on ne doit pas la négliger. Pour soi-même, on ne doit pas la négliger pour les plus vulnérables, on ne doit pas la négliger pour les autres. Donc, pour moi, il y a une forme de... je dirais la santé doit être au cœur de notre schéma de vie. Absolument. Et tu as touché un sujet très important qui est la santé mentale aussi. De ton expérience, et je suis sûre que beaucoup dans l'audience peuvent aussi s'identifier à ça, quel est le meilleur moyen d'accompagner un proche, un conjoint, un frère, une sœur qui passe par une phase très difficile d'un point de vue santé mentale, une dépression. Comment les accompagner au mieux tout en respectant leur volonté ? Je ne sais pas si j'ai une recette, mais en tout cas, j'ai une forme de vécu à double vitesse, c'est-à-dire que je l'ai vécu par moi-même, la dépression en 2004, 2003, quand je me blesse à ma cheville, que j'arrête l'équipe de France. Et là, ça a été très dur pour moi. Une dépression après un arrêt au travail, pour moi-même, ça a été très difficile. Puis une séparation, et je crois que, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en dépression. Et c'est ça, en fait, c'est que parfois, la dépression, c'est pas quelque chose qu'on voit chez soi. On pense que ça arrive aux autres, mais pas à nous. Donc, je crois que le premier conseil, c'est d'aller bien soi-même. Parce que souvent, dans la famille, on est aussi dans cet esprit de il faut sauver les autres, le syndrome du sauveur, on veut aider tout le monde. Moi j'ai ma mère qui me parle tous les jours de mon frère qui est malade
en disant mais toi qui es dans la santé, je comprends pas pourquoi tu l'aides pas, alors qu'elle sait pas en privé ce que j'essaie de faire pour mon frère. Donc on vit aussi avec cette pression aussi de l'entourage. Je pense que on se sent impuissant. Par amour, on a envie de faire des choses. Exactement, on se sent impuissant, par amour, etc. On veut faire des choses, mais parfois on les fait pas bien. Donc je pense que la première chose, c'est de déléguer, d'aller voir les professionnels de santé compétents, de s'entourer des professionnels de santé compétents, mais aussi, je pense que moi, en tout cas, dans les moments où j'ai été en grande difficulté, la spiritualité m'a beaucoup aidé. Et donc, vraiment, la recette, elle est pas forcément standard, elle est personnalisée en fonction de ton entourage, de qui tu as, d'où tu viens, tes origines, tes moyens financiers, tes moyens intellectuels, etc. Donc c'est un ensemble, je dirais, d'éléments qui permettent finalement d'y arriver et puis de se faire accompagner, de ne pas hésiter à demander. À demander de l'aide, bien sûr. Ne pas essayer de s'en sortir tout seul. Tout à fait. Alors, on va parler de sport, parce que je pense que ça a eu un rôle important aussi dans ton parcours. Tu cours même très vite. Tu as été membre de l'équipe de France d'athlétisme, vice-champion d'Europe de cross-country. Comment est-ce que l'athlétisme est rentré dans ta vie et est-ce que ça t'a aidé à canaliser une forme d'énergie ou ça t'a guidé? Ouais, parce que moi je le sentais pas, mais mes parents me disaient toujours, t'as toujours été un hyperactif, tu veux toujours faire plus que les autres, aller plus vite, etc. Et moi je suis au collège, en 6e, et je gagne le cross du collège. Je perds ma chaussure, je finis la course pieds nus, et donc mes profs me disent, écoute, t'as un potentiel, écoute, dis à tes parents de t'inscrire dans un club d'athlétisme, parce que je pense que t'as un potentiel. Je dis ok, je vais le dire à mes parents. Donc je rentre et je raconte ça à mes parents. Bon déjà, je pense que j'avais toujours du mal à raconter ce qui se passait à l'école à mes parents parce que ça se passait toujours mal. Alors donc même ça, j'avais peur de leur dire. Et donc je leur ai dit, et là mon père il me dit, écoute mon fils, pas de problème, rate le sport, tu vas faire le sport, tout ce que tu veux. شوف ولكن هاد العشية كان العشاء غنديرو التصينية. On va manger ensemble dans une assiette. Est-ce que ce soir, tu veux enlever une part une ou deux parts sur le plat de tes frères? Enfin, j'étais vraiment, la vérité, j'ai dit waouh, je ne vais pas enlever une part du plat à mes frères. C'est-à-dire, ok, je t'accompagne, mais ça a des conséquences. Voilà, ça a des conséquences. Je mets l'argent dans ta chaussure, c'est-à-dire, c'est pas un non. J'enlève la nourriture à tes frères. C'est ça, c'est pas un non, mais voilà ce qui va se passer. Prends ta décision. C'était très pragmatique, hein. Ouais. C'est très amazir. Hein. On a fait ses calculs, l'équation, il a fait ses maths et il a dit ça. Je dis écoute, non. Et je rentre à l'école, je leur raconte ça, et en disant écoute, écoutez, mes parents ils veulent pas. Puis les profs, ils n'ont pas compris. Donc ils ont convoqué mes parents. Ils ont convoqué mes parents. Ça rappelle des mauvais souvenirs, ça. Mon père, en préventif, il m'a donné en préventif. Avant d'arriver à l'école, quoi. Avant de savoir de quoi il s'agit, t'as eu ta raclée. Voilà, au cas où, tu vois. On sait jamais, tu sais. Anticiper. Voilà, pour anticiper. Et finalement, je vais à l'école avec eux, et là, le prof, il disait à mon père... Et mon père avait fait venir un garçon pour traduire, parce qu'il s'est dit, on ne sait jamais, tu vois. Il y avait un grand du quartier qui est venu, qui a traduit, et puis là, mon père, il comprend, tu vois, qu'il n'y a rien. Et donc les profs, ils lui disent, écoutez, votre fils a un talent, je pense que ce serait bien de l'inscrire. Mon père leur dit, moi, je n'ai pas les moyens, mais si vous, l'école, parce que mon père a toujours eu ce regard de l'école et de l'éducation, c'est l'ordre. Tu vois. Et donc l'école lui dit ça. Et en fait, mon père était prêt à se serrer la ceinture pour que je rentre au sport. Et là, les profs, ils ont eu un élan, c'est qu'ils se sont cotisés. Ils ont payé ma première licence, ma première chaussure, mon premier short. Magnifique. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le sport, alors que mes 7 frères et sœurs n'avaient jamais fait de sport. Et puis quelques années après, presque 10 ans après, je suis rentré dans l'équipe de France, un petit peu moins d'ailleurs. Et j'ai fait les championnats d'Europe, les championnats du monde, vice-champion d'Europe de cross-country. Et là, ma carrière, elle a vraiment commencé à grandir. Moi, j'ai grandi avec Aweta, avec El Garrouch, tout ça. Donc, on avait ce sentiment de fierté on fait le sport national marocain. Pourtant, je suis né et j'ai grandi en France.
Et c'est comme ça que le sport commence et que je rentre en équipe de France. J'ai mon premier sponsor chez Adidas, etc. Vraiment, je commence à être... Et puis je me blesse. Et quand je me blesse, ça a été la difficulté la plus dure à accepter parce qu'on est des enfants de bergers et de fellah. Donc il n'y a pas cette réflexion d'accompagner la personne psychologiquement, etc. Et donc après, j'ai arrêté. J'ai arrêté le sport. Et heureusement que j'avais le ménage à l'hôpital qui était toujours là, présent à mes côtés et qui m'a permis de vraiment continuer à garder les pieds sur terre. Ça n'a pas toujours été facile, il y a eu des challenges. La vie ne vient pas avec que des cadeaux, mais c'est ce mental, encore une fois, ce mindset qui t'a permis de continuer. Parce que après cela, tu as pris la décision de créer Banlieue Santé. À quel moment ça s'est fait? Ouais, je travaille en tant qu'infirmier dans différents services qu'on a évoqués tout à l'heure, chirurgie, réanimation, cardiologie, pédiatrie et autres. Et au moment en 2017 où ça va très mal pour moi, que j'arrête mon métier d'infirmier parce que pour plein de raisons en fait j'ai arrêté. Bon, je me séparais cette période-là, 2018, etc. C'était un peu difficile. Et puis un patient qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment secoué à ce moment-là, qui me dit, écoute, c'était mon premier patient dans mes débuts d'activité libérale à domicile. Et là, qui me dit, écoute, Ali, tu prends plus le temps comme avant pour moi. Waouh. Je me dis, attends, qu'est-ce qu'il me raconte là? Et je me suis senti maltraitant. Et là, j'ai décidé de me dire, non, il faut que je prenne du recul, c'est pas possible. J'ai pas fait ce métier pour qu'on me dise que, en fait, je m'occupe pas d'eux, en fait. Et là, j'ai tout arrêté. Et je me suis retrouvé en difficulté parce que le monde du libéral, c'est pas comme c'est comme du salariat ou autre. Certes, tu arrêtes ton métier, mais tes charges continuent à être là. Donc, je devais à peu près 300 ou 400 000 euros à l'État, à différents organismes et tout. Et ça a été très difficile pour moi. J'ai vendu la maison, etc. Donc, ça a été très compliqué. Et puis, je me suis retrouvé dans ma voiture pendant plusieurs mois à dormir à droite, à gauche, ma voiture dans la rue, etc. Et là, je me suis dit, mais j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, qui me dépasse et qui ne va pas aider juste une personne comme je l'ai fait, mais ni 50, ni 100, mais des millions de gens. Tu voulais grandir ton impact. Voilà, je voulais grandir mon impact. Et je voulais vraiment être impactant partout là où je peux. Et donc là, j'ai écrit sur une feuille blanche en 2018, le 14 juin. Je crée l'association, la première organisation philanthropique, Banlieue Santé. Et c'est là où je travaille sur la question des inégalités sociales, l'impact de la santé sur les gens les plus vulnérables. Il y a 7 à 10 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup en France. Les ouvriers vivent 7 à 10 ans de moins que les cadres sup. Et pourtant, 48, la sécurité sociale en France, ce sont les ouvriers qui cotisent. C'est-à-dire c'est eux qui ont le plus cotisé et le moins utilisé leurs droits sociaux. Donc pour moi, il y avait une forme d'injustice, encore une fois. Et donc je m'étais dit, il faut proposer des solutions. Et c'est là où l'organisation Banlieue Santé se crée. Et il y avait un lien aussi finalement avec l'histoire que tu as vécue à tes 6 ans et de voir que tes parents ne comprenaient pas trop bien ce qui se passait autour de toi. Et donc c'est cette volonté d'aider les gens à mieux aborder ces sujets-là. Est-ce qu'il y a un lien avec... Oui, il y a un lien. Pour moi, c'était important de démocratiser la santé, de la rendre accessible à tous. Un des articles de la Constitution en France parle de la santé pour tous, et notamment les personnes en situation de handicap, les femmes, les enfants, les personnes âgées, etc. Et en fait, je ne le voyais pas tellement, finalement, dans l'action terrain même, malgré que, effectivement, il existe un service public, il existe des hôpitaux, des cliniques, etc. Mais tu as encore beaucoup de gens en angle mort des politiques publiques, en angle mort de la santé publique. Et donc, pour moi, ce n'était pas normal que ces gens n'aient pas accès à la santé. Donc, cette organisation, l'objectif, c'est finalement faire cette logistique du dernier kilomètre des politiques publiques. Et aujourd'hui, donc, vous êtes présent en France, on est en France, on est en Europe, on est en train de développer aussi au Maroc des choses dans les villages. Depuis 2 ans, on a développé un grand programme de santé publique pour les femmes, notamment parce qu'en fait, on était parti du constat quand il y a eu le séisme. Sa Majesté a beaucoup agi sur ces questions-là. Et en même temps, on s'était rendu compte qu'il fallait remettre de la santé d'une autre méthode, mais qui part du besoin terrain, mais certes de ce qui existe localement. Et là, on a été concerter les femmes dans les villages, et on s'est rendu compte que
ce qui manquait, et qui avait été détruit, c'était les hammams. Donc on a construit une centaine de hammams dans les villages pour faire de la santé publique, pour elles, mais aussi pour la famille. D'accord, magnifique. Et aujourd'hui, tu as impacté plusieurs millions de personnes via ça. Alors très vite, tu as senti le besoin d'élargir à banlieue climat, banlieue school, banlieue capitale. C'était quoi l'intuition derrière la création de cet écosystème ? La vérité, j'avais pas d'intuition. Ok. Comment ça s'est fait ? J'avais une intention, une nia. Nia. Dirou nia. Et ça, dirou nia, ça m'a toujours porté depuis tout jeune. Et là, j'ai toujours mis l'intention, c'est renouveler son intention chaque jour que tu vis. Et l'intention a été d'être utile aux gens. Donc après, elle se construit de plein de manières. En embarquant les institutions publiques, en embarquant les grands groupes, les PDG, en embarquant les acteurs de terrain, les institutions, etc., les diplomates, qui vraiment tous avaient envie de travailler au service de quelque chose, mais qui se posaient toujours la question à l'envers. C'est-à-dire ils pensaient que forcément c'était une question d'argent. C'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté. C'est une question aussi de capacité. C'est une question de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et donc, il n'y avait pas cette vision. En fait, en réalité, la vision, elle est arrivée continuellement, tous les jours. Elle se développe au quotidien. Tu commences par ça, tu as le résultat de cela, etc. Et moi, je dis toujours aux gens, en fait, quand aujourd'hui, tu manges un fruit, ce fruit, il vient de quelque chose. Une graine, quelqu'un a mis de l'eau, on l'a mis dans la terre, on a attendu les saisons, etc., etc. Et puis parfois, même quand tu veux tout faire pour que ça marche, t'as pas les fruits que tu veux, mais tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. Et donc, au début, personne n'a cru en moi, peu de gens, et comme je dis personne, c'est probablement que Dieu, finalement, qui a cru en moi en ce moment-là. Et donc, après, des personnes sont venues, ont cru en moi dans ce projet-là, m'ont aidé. Je pense à Yacine, un infirmier, je pense à Majid, je pense à plein de gens qui ont contribué aujourd'hui à faire en sorte que ces organisations existent. Et effectivement, banlieue santé, banlieue school, banlieue climat, banlieue sport, banlieue droit, banlieue capitale. Mais pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu cette vision de la santé au sens holistique de la chose, 360. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que les gens qui sont en angle mort de la santé, qu'en fait, il faut uniquement leur donner l'ordonnance et le médecin. La santé, l'OMS, elle le décrit. C'est un environnement. Exactement, c'est un état de bien-être social, mental et physique, avant même d'être l'ordonnance ou le médicament ou le médecin. La santé, c'est chez soi. C'est est-ce que tu te douches ? Est-ce que tu te laves les dents ? Est-ce que tu fais attention à ta literie ? Est-ce que tu manges bien ? Est-ce que tu ne manges pas des produits transformés ? Tu ouvres le frigo des gens, tu sais déjà ce qui va arriver dans 20 ans comme maladie. Hypertension, diabète. Aujourd'hui, on voit les frigos, le beurre, Smith, tous ces trucs transformés aujourd'hui, les produits transformés. C'est ce qui donne les maladies. Après, il y a la santé mentale, il y a le stress, il y a beaucoup de choses, mais l'idée, c'était vraiment de créer des organisations indépendantes avec leur propre conseil d'administration, avec leur propre DG, qui ont cette vision au sens holistique de la chose pour vraiment englober la prise en charge des patients ou des personnes en situation de vulnérabilité. Et c'est vrai que pour moi, c'était assez naturel de créer ces organisations et puis de créer un véhicule d'investissement avec cette vision philanthropique, sociétale, sociale, qu'effectivement on a décidé de monter avec des associés, notamment un ancien de la Banque mondiale, Abdelrahman Foudil, et d'autres qui ont embarqué dans cette initiative, qui ont tout de suite cru en cette volonté que le venture capital et la philanthropie peuvent coexister et peuvent vivre au service de quelque chose qui nous dépasse. Ouais, rendre cela utile et aider les autres tout en créant de la valeur. Alors, justement, tu passes du coup du terrain au board. C'est un changement radical d'environnement. Comment tu vis ce changement d'environnement ? C'est assez dur parce que quand tu es moins sur le terrain, parce qu'il faut que tu prennes du temps pour être dans des boards, parce qu'on te sollicite, des patrons de boîtes, des patrons de fonds d'investissement et plein d'autres qui te sollicitent pour rentrer et embarquer. Déjà, sincèrement, quand j'ai reçu les appels, les messages, les mails, j'y croyais pas, quoi. Mais tu te souviens du premier appel ? Ouais, l'un des premiers, ouais, j'ai tellement eu de premiers, je crois. Ouais, je pense que ce que je me souviens du premier appel d'un PDG, c'était écoute, tu as quelque chose en toi, il faut saisir.
Et là, voilà, j'ai eu le remake de ce que Vincent m'avait dit quand j'étais dans le ménage, c'est saisis les occasions et transforme-les. Parce que parfois, tu as des gens, ils ont tous les carnets d'adresses qu'ils veulent, mais ne transforment en rien ce qu'ils ont. Par contre, nous, tu nous donnes ça, on te fait ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait petit pour faire grand. Et c'est ça l'ambition. C'est pas avoir de l'orgueil, c'est pas de la vanité. Tout ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de faire, et le résultat ne nous appartient pas. Donc, et de renouveler l'intention. Et de renouveler cette intention. La niya, elle est très importante dans ce qu'on fait. Elle détermine vraiment, parce que tu travailles, tu donnes cette culture de la niya, et donc à un moment, ça devient un automatisme. Donc c'est moins soporifique, ça se dilue moins dans l'espace, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de rentrer dans des boards de fonds d'investissement, de fondations, de sollicitations de groupes, de grands groupes et autres, de start-up, de licornes, etc., pour moi, c'est juste la continuité de ce que je fais. C'est pas la finalité. Tout ça, on va pas l'emmener. Par contre, ce qu'on va emmener, c'est nos œuvres. Donc moi, mon travail, c'est qu'on œuvre, que chacun puisse œuvrer. Et même quand les gens viennent me voir, me disent « Ouais, j'ai envie d'aider, mais je sais pas comment faire, etc. » Je leur dis « Tu sais, œuvrer, c'est pas juste de l'argent et tout. Peut-être que tu sais faire un beau PowerPoint, et ce qu'on fait autour de nous, il y en a un, il y en a besoin. Et grâce à ce PowerPoint, ça va faire en sorte de lever beaucoup d'argent au service de quelque chose. » Ou du conseil. Exactement, du conseil. La présence. Ouvrir ton carnet d'adresse, du mentorat, même porter un carton. T'inquiète pas, tu vas œuvrer, et ça se trouve, c'est toi qui as fait le plus que nous. Tu vois ? Absolument, absolument. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté ? Tu sais, on nous pose souvent cette question, nous les femmes, sur le syndrome de l'imposteur. Je suis curieuse de savoir si tu as ressenti le syndrome de l'imposteur lorsque tu es rentrée dans ces conseils d'administration et que tu faisais partie de ces boards. J'ai pas eu ce syndrome de l'imposteur parce que en réalité, malgré tout, je reste un homme. Et donc, finalement, on t'ouvre plus facilement les portes. On te regarde moins, même si, moi je suis brun de peau, etc. Mais moi aussi, j'ai montré que... Tu te sentais à ta ma place, moi là, je la mérite plus que toi. Et donc, ça veut dire que, tu vois, il se dit, attends, on va aller doucement avec lui. Et c'est pas pour marcher sur les autres. Moi, je marche pas sur les autres. Par contre, tu vas me respecter. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des millions de gens qui ont besoin de nous. Il y a des millions de gens qu'on soutient. Donc, tu vas respecter ce que nous sommes en tant qu'individus, et tu vas nous respecter parce que notre éducation, nos parents, d'où ils viennent, les bergers, les fellah et tout, ils ont eu une dignité. Donc, cette dignité, là, tu vas la sentir. Magnifique. C'est cette conviction de ce que tu apportes, de ce que tu es. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Complètement. Souvent, lorsqu'on ressent ce syndrome-là, c'est qu'on ne se fait pas confiance, en fait. Tout à fait. Et en fait, venir avec cette conviction de ce qu'on apporte, c'est une façon, finalement, de faire évaporer ce fameux syndrome de l'imposteur et pouvoir prendre sa place, toute sa place, parce qu'on la mérite. On la mérite, et surtout... s'entourer de gens qui nous font confiance dans notre premier cercle familial, amical, ça va nous donner de la force parce qu'on va se tester, on va pas être jugé et on va avoir cette cette force qui va nous dépasser, et puis après on va vraiment faire ce qu'il faut, et puis il n'y a rien qui va nous faire peur. Puis après il faut être stratège, il faut vraiment réfléchir, il faut jouer comme aux échecs, mais toujours en se disant moi, ce que je veux, c'est faire le bien. Voilà, quoi qu'il arrive. Alors, depuis janvier 2025, tu as intégré l'Institut national du service public, ex-ENA, aux côtés des hauts fonctionnaires, un jalon clé, j'imagine, aussi dans ton parcours. Est-ce que tu vis cela un peu comme une revanche des premières années de l'école où c'était un peu plus compliqué ? Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'intégrer l'ENA ? La vérité, c'est que j'ai reçu un mail au mois de décembre 2024. J'ai rien demandé. Et j'ai reçu un mail. Je pensais que c'était un spam. Puis je voyais le logo bleu, blanc, rouge en bas. C'est pas bizarre. Voilà. Je ne savais même pas ce que c'était à ce moment-là. C'est-à-dire en décembre 2024. Quand je dis je ne savais pas ce que c'est que l'Institut national du service public, c'est que je connaissais l'ENA. Mais comme c'était écrit l'Institut national du service public, je ne savais pas que ça avait changé. Ouais. C'est Emmanuel Macron, je pense, qui avait changé le nom. Il a fait changer le nom.
Et parce qu'il y avait une réforme, il fallait changer les choses, ouvrir un peu plus, moderniser l'administration, etc. Quand je reçois le mail, on me dit, écoutez, vous avez que quelques jours pour répondre, voilà la proposition, on vous a identifié, on aimerait que vous fassiez partie de la promo des 124 étudiants qui rentrent, est-ce que vous êtes OK? Donc là, je me suis dit, c'est bizarre. Puis là, je lui dis, j'appelle le monsieur pour lui dire, est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un d'institut? Il dit, oui, moi je fais partie de la DIES, donc c'est la direction interministérielle des services publics, des services de l'État, et monsieur Lecoq. Et là, il me dit, oui, voilà, le concept, ceci, cela. Je dis, OK. Puis, je m'assois quelques secondes, j'appelle 2-3 personnes dans mon réseau que j'ai rencontrées dans ma vie, et dont des gens qui viennent de l'ENA. Et donc, je lui dis, écoute, voilà ce qu'on propose. Il me dit, écoute, c'est une opportunité, saisis-la. Prends-la, apprends, vois ce qui s'y passe. Ça te permet de comprendre le système, le service public, l'État, les hauts fonctionnaires, faire du réseau, etc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris dans quelques mois. J'ai fait des rencontres incroyables. Dans ma promo, j'ai des diplomates, des ambassadeurs, des préfets, des sous-préfets, des grands directeurs de très grands postes internationaux, etc. pour la France et tout. Et c'est vrai que ça m'a ouvert aux autres, et puis surtout, j'ai appris à leur côté, mais aussi ils ont appris à mes côtés. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc voilà, depuis plusieurs mois, j'y suis et ça se passe extrêmement bien. C'est un peu intense entre le terrain, entre les conseils d'administration, les boards. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Comment tu fais pour gérer tout ça? L'école, les déplacements au Maroc, de plus en plus. Et j'étais venu lors du déplacement du président de la République. Ici, j'avais été invité, et puis en même temps, j'avais rencontré Sa Majesté, que Dieu l'assiste, mais aussi les différents rendez-vous que j'ai pu faire, la fête du trône. Oui. Donc, ça, je dirais pour moi, tout ça, voilà, c'est saisir les opportunités et savoir les transformer. Et maintenant, aujourd'hui, on va dire que j'ai moins cette pression de est-ce que je vais y arriver. C'est pourquoi? Parce que je délègue beaucoup. J'ai appris à déléguer choses que je ne savais pas faire. Parce qu'en fait, comme j'ai toujours dit à mon père, et là, mon père m'a dit un vrai conseil. Un jour, je lui dis, tiens, j'ai reçu une invitation par Bill Gates pour venir aux États-Unis, à New York, rencontrer Bill Gates, etc. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que... J'ai pas été à l'école. Comment il me dit, écoute, mon fils, ok, t'as Makarish, c'est ça, hein? J'ai dit, Makarish. On a toujours ce syndrome Makarish. Oui. Il me dit, chouf, ana Makarish, j'ai mon savoir. Tu as ton savoir, ils ont leur savoir. Et chacun a son savoir de ce qu'il vit et comment il le fait. Donc, il a insufflé en toi cette confiance de la valeur que tu apportes. C'est ça, exactement. Et c'est ça que tu déploies à chaque fois. C'est ça, exactement. Et Ardat l'Walidine. Ça n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Ardat l'Walidine, jamais tu vas perdre. Tu vas toujours gagner avec, je dirais, la bonté des parents et le bien qu'ils peuvent te transmettre. Absolument. Ça, c'est des valeurs qui sont ancrées dans notre ADN. Alors, j'ai envie de revenir sur le volet leadership. En tant qu'homme de terrain, qu'est-ce que tu as appris sur le vrai sens du leadership? Je pense que le vrai sens du leadership, je pense que même pour moi, le leadership, c'est être un berger. Et mon père, ma mère, ils ont ce sens du leadership. Ma grand-mère, mon grand-père, mes oncles, ils ont tous été bergers. Et ils ont un sens du leadership naturel. Et le leadership, c'est pas quelque chose que tu apprends à l'école. Le leadership, c'est ta place dans la famille avec tes enfants. Tu vois, tu as des enfants, des jumeaux, et vraiment, je pense que ça, c'est du leadership. Éduquer les enfants, porter des enfants 9 mois. Mais tu peux aller à l'école et jamais tu vas apprendre à faire ça. Et donc, le leadership, c'est parfois des choses qu'on a chez nous qui ne sont pas si loin. Et là où nous, on pense que le leadership, oui, ça, c'est parce que... Non, leadership, c'est ta vie, c'est ton quotidien, c'est tout ce que tu fais dans ton quotidien, comment tu te comportes avec ton voisinage. Et c'est ça, le leadership. Et je crois qu'il faut revenir à cette notion de leadership qui est naturelle, qui est immatérielle, qui a du sens. Et ça, c'est beau, c'est plus que le reste. Absolument. Dans le podcast, on dit souvent qu'en fait, nous sommes tous leaders. On est soit leader d'une entreprise, d'une équipe, leader de sa famille, et à minima leader de soi-même. Tout à fait. Parce qu'on a une responsabilité aussi vis-à-vis de soi-même. Donc ça, c'est
C'est important à garder en tête. Alors, comment tu gardes ton ancrage humain quand tu évolues dans ces sphères très institutionnelles? Comment garder les pieds sur terre et cette humanité qui crée toute la différence? L'humanité qu'on peut perdre dans des écosystèmes d'influence, de pouvoir politique, de pouvoir économique, quand tu rencontres des grandes familles, quand tu rencontres des grands patrons, des présidents, des ministres, des chefs d'État et tout, moi je leur parle comme je parle dans mon quotidien en fait. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais changer ma manière de faire. Et donc ça demande des codes, ça demande une posture, une manière de s'habiller, quelque chose qui fait que, en fait, on t'accepte très vite, et surtout la compétence, le savoir, la compétence, la culture générale, vraiment ce sens du service, ce sens du respect à l'autre et de ce qu'il te dit, de la manière dont il dit les choses, même quand tu n'es pas d'accord. Et ça, forcément, il n'y a pas ce syndrome d'imposteur, il n'y a pas vraiment de décalage. Et voilà, et puis garder l'humilité. L'humilité, elle est très importante. Absolument, une valeur fondamentale. Alors, depuis toujours, ta spiritualité t'accompagne, ça c'est un sujet sur lequel tu parles beaucoup et ouvertement. Comment tu l'intègres dans ta façon d'agir, de décider? Comment concrètement dans ce monde qui fait tout pour écarter la spiritualité, qui est un monde qui avance trop vite, où il y a beaucoup de bruit extérieur, comment tu fais pour rester ancré? Déjà, la spiritualité pour moi, elle est au cœur de ce que je fais. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour et qui est matériel tourne autour de ma spiritualité. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de dire que je suis de confession musulmane pour qu'on m'aime ou on m'aime pas. Moi, je veux juste avoir des actes de transformation de la société, etc. C'est tout. Et donc, je veux dire, ma spiritualité, elle n'est pas quelque chose que je viens porter en étendard pour dire non. C'est qui tu es, c'est je suis central. qui je suis, ouais. Abdel Ali, de deux parents bergers et lettrés analphabètes, de là où ils viennent de Zagora, qui m'ont apporté des valeurs communes, des valeurs sur le sens du service à l'autre, etc. Donc, et en même temps, on est tiraillé par la société, par le monde mondain, matériel, la victoire, la réussite, le pouvoir, tout ça nous tire. Et donc, des fois, on fait des arrêts dans la journée. On fait des arrêts, on fait des pauses. Et c'est à ce moment de pause qu'on se reconcentre et on rétablit les cartes pour pouvoir aussi arriver à avoir du retrait, du recul et vraiment faire mieux et éviter de faire des erreurs finalement qu'on peut faire dans notre vie parce que on va courir aux richesses, mais tout ça, on ne va pas l'emmener. Ah, certainement pas. Voilà. Donc c'est ces moments de prière, de méditation, c'est les coupures durant la journée pour se recentrer. On peut sortir un peu du cadre, mais se rappeler en fait qu'il y a l'essentiel. Bien sûr. Rentrer chez soi aussi, je pense, chez les parents, bien sûr. chez la maman, le papa, ça te remet tout de suite dans le cadre. Un bon achat, un bon tagine. Ça y est, eux, ils te disent à chaque fois, c'est nous les présidents, c'est pas toi. Ah bah voilà. Et là, tu dis, ah d'accord, ok. Tu as beau rentrer dans le bureau c'est nous qui avons fait le président. Donc nous, on est au-dessus du président. Voilà, donc tu peux rien dire. Et ils ont bien raison. Alors on arrive presque à la fin de l'épisode, Abdel Ali. Je vais finir sur une question pour notre audience qui est en quête de sens, qui peut-être est perdue sans réellement de cap. Tu sais, pour beaucoup, il est très difficile de se connecter à ce purpose ou cette mission de vie. Pour toi, ça a été évident et très facile dès le départ. C'est-à-dire, tu as trouvé ta mission de vie qui est de rendre la santé accessible pour tous et de réduire cet écart dans les milieux défavorisés. Quel conseil tu pourrais donner pour ceux qui se cherchent, en fait, qui ne savent pas réellement où mettre leur énergie? Je ne suis pas là pour donner des conseils et dire que ce que je dis est à prendre à la lettre. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce qui est important, c'est de savoir qui tu es. Savoir qui tu es, ça te permet vraiment de ne pas prendre 10, 20 chemins. Parce qu'à vouloir se chercher, tu te perds, tu ne trouves plus en fait. Et donc, tu as aussi ce sentiment, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui, comme ils sont en perte de sens,
ben, ils sont dans une quête de sens, mais ils sont une quête de eux-mêmes, et en même temps, enfin bref, ils sont dans tellement de quêtes qu'à la fin, ils se perdent, tu vois. Donc, ils s'éparpillent, et donc l'énergie et tout ça, ils perdent l'espoir, ils sont dans le désespoir. Et moi, je dis aux gens, ayez l'espoir de votre propre quête. Et là, vous allez pouvoir vraiment vous élever, et puis savoir qui vous êtes, même si, voilà, on est imparfait, ça c'est clair, mais on va essayer de faire mieux, et tous les jours mieux, et on va réessayer, on va recommencer, et je pense que c'est nécessaire vraiment de se poser les bonnes questions et de se remettre en question soi-même. Tu vois, quand il y a un problème entre deux personnes, moi je ne veux pas dire que c'est l'autre le problème, c'est moi d'abord. Quelle est ma part de responsabilité? Voilà. Qu'est-ce qui a fait que j'ai ouvert cette porte qui a créé cela? Et voilà, et puis je crois qu'une des choses qui me permet aujourd'hui de savoir qui je suis, ou en tout cas essayer de marcher vers qui je suis, c'est que je pardonne. Je suis dans le pardon et je veux qu'on me pardonne. Pourquoi je pardonne? Parce que je voudrais qu'on me pardonne, tu vois, à chaque fois que je fasse quoi que ce soit qui ne va pas dans le bon sens de l'autre, eh ben, je pardonne parce que je sais qu'en pardonnant, à un moment, l'équation va faire que même si quelqu'un ne veut pas me pardonner, j'aurais tellement pardonné qu'on m'a déjà pardonné plein de fois. Clair. Donc ça, c'est assez... C'est clair, c'est clair. Et puis de manière générale, quand on cherche quelque chose, il faut le donner d'abord. C'est ça. Donc tu cherches le pardon, donne le pardon. Exactement. Tu cherches l'amour, donne de l'amour, et ainsi de suite. Donc c'est cette réciprocité, mais il faut en prendre conscience. Tout à fait. C'est prendre conscience qu'en fait, tout est miroir. Et puis, tu as touché un sujet central qui est à chaque fois se poser la question de quelle est ma part de responsabilité dans cette situation que j'ai créée. Parce que dans les conflits, ça arrive beaucoup. Ouais. Mais arriver à cette ouverture d'esprit-là, de se dire « Ok, je suis co-responsable de la situation que j'ai créée », je crois qu'on n'y est pas encore. Bien sûr, même quand tu as raison. Ouais. Ne donne pas... même tu as raison, tu dis « Ok, bon, j'ai raison, mais là, il faut redescendre. » tu vois. Il faut redescendre. J'aimerais qu'on parle brièvement des banlieues. J'ai appris que, littéralement, ça veut dire le lieu banni. Tout à fait. La mise au ban, le lieu banni. Au XIVe siècle, en fait, une des définitions méconnues, c'est qu'on les rois mettaient les personnes atteintes de lèpre, de peste, les indigents dans des lieux bannis qui n'étaient autres que la ruralité. Et donc, la notion de banlieue, c'est toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. Donc, que tu sois en ruralité, dans un quartier populaire, en fait, dès l'instant où tu as une vulnérabilité, tu es dans un lieu banni. Ce lieu banni qui t'éloigne du système de droit commun, de droit à la santé, etc. Et donc, c'est ça, en fait, la manière dont on a vu la définition de banlieue. C'est vraiment... J'ai appris ça en faisant mes recherches sur cet épisode-là, et je trouve que cette étiquette... Quand même, c'est pas rien quand même de poser des étiquettes comme ça sur tout un pan de la population. Quel est le plus grand malentendu, selon toi, sur les quartiers populaires? Le plus grand malentendu, c'est que les quartiers populaires sont des consommateurs du service public, alors que les quartiers populaires sont des producteurs, sont des investisseurs. La Seine-Saint-Denis, 93, le département de la Seine-Saint-Denis, c'est le département qui crée le plus d'entreprises. Il fait partie des 10 plus gros cotisants sociaux dans le pays. Et c'est l'un des derniers à recevoir la contribution sociale. Donc, là, ce sont des faits. Exactement, c'est des faits. Moi, je ne viens pas... je vais arriver avec des faits soit scientifiques, je te parlais de 7-10 ans, soit vraiment des l'INSEE, etc., qui expliquent qu'en fait, on stigmatise ces territoires, alors que dans ces territoires, il y a des gens avec des grandes histoires, des gens avec des réussites, des gens qui font, des gens qui produisent en silence avec dignité, etc. Et pour moi, on a une fausse image de la notion de la banlieue, parce qu'il y a des gens formidables qui grandissent et qui y naissent. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu as aussi partout dans le monde des gens qui peuvent très bien vivre, avoir grandi dans des familles très aisées et qui deviennent des gens qui n'ont aucune valeur. Donc, bien entendu, ces banlieues ou ces quartiers, les gens vivent plus d'inégalités sociales, bien entendu. Ces gens vivent de plein fouet certaines difficultés, etc., etc. Mais il y a aussi ce côté qui dit que, pour moi, ces gens ont une très grande valeur. Pour moi. Ils ont une grande valeur parce qu'eux aussi, ils contribuent à beaucoup de choses. Et donc, je crois qu'on a beaucoup de fausses images de ces territoires. Et donc, pour moi, c'était important aussi de redonner cette dimension et ce respect, cette noblesse
à d'où l'on vient et ce qu'ils sont. Bien sûr, absolument, absolument. De voir ce potentiel-là. Encore une fois, tous ces jeunes-là n'attendent qu'une main. Toi, un jour, on t'a tendu la main. Aujourd'hui, tu tends la main à d'autres. Et il faut que cette chaîne continue et progresse pour créer de la valeur pour tout le monde. Et on a l'exemple de Walid Regragui qui a grandi dans un quartier populaire. Ouais. Il est né à Fneder. Il a vraiment, il vient de ces quartiers, il vient de cette valeur. Et il le transmet à travers ses joueurs. Le peuple marocain, du plus pauvre au plus riche, Walid Regragui, c'est quelque chose qu'il a fait et que personne n'a fait. Indéniable. Et donc, pour moi, il existe beaucoup de richesses, de valeurs et de gens qui ont des valeurs qui viennent de ces territoires et qui émergent de plus en plus et qu'il faut mettre en lumière. Et merci Manel de le faire à chaque fois dans tes podcasts. Merci à toi pour ce partage. Alors une personne, en parlant de remerciements, une personne que tu aimerais remercier ici aujourd'hui, à qui tu penses spontanément? J'aurais dit au pluriel, mais je ne vais pas trahir la tradition. Je pense merci à ma mère. De ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a porté, de ce qu'elle a enduré avec dignité. Elle nous a donné cet amour. Ça n'a pas de prix. C'est la base de tout. Vraiment, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je pense que j'en parle avec beaucoup d'émotion pour deux raisons. La première, c'est que j'en parle de manière égoïste pour moi, ce qu'elle a fait pour moi. Mais je me dis que tous les enfants qui n'ont pas pris le temps d'être aux côtés de leur mère par égoïsme, par méchanceté ou par autre chose, indépendamment de ce qu'ils peuvent vivre. Parfois, certains parents qui ont pu faire subir à leurs enfants, moi j'ai du mal à voir comment ils ont pu en arriver là. Donc, et j'ai pas de jugement de valeur parce que parfois il y a des situations qui amènent à des choses. Mais moi, en tout cas de là où je viens, de ma hauteur, vraiment merci. Prenez soin de vos mamans. Un beau message par Ali aujourd'hui. Alors, quelques questions très brèves avant de clôturer ensemble cet épisode. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Croire en moi. Y croire. Ouais. Peu importe l'obstacle. Tout est atteignable. Et tu peux y arriver, quoi. Quel est le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? Le pire des bons conseils, c'est croire en toi. Ah. Explique. Ouais. Je pense que voilà, j'ai un dictionnaire qui est assez particulier chez moi, c'est que le désespoir n'existe pas, le non n'existe pas. Donc même quand on m'a donné un conseil, j'ai toujours essayé de reculer pour dire attends, je regarde ce conseil de manière globale, qu'est-ce que je peux en tirer de positif pour le commun, et en même temps quand quelqu'un m'a donné un mauvais conseil, j'ai toujours quand même écouté. Tu vois, j'ai pris le temps de cette écoute parce que peut-être que ce conseil là à ce moment-là il n'est pas bon pour moi, mais dans 10 ans, 20 ans il va l'être. Donc comment je réagis face à ça? Donc j'essaie de tirer toujours le bon chez le mauvais. On t'a jamais dit pourquoi tu vas aller faire tout ça, Blachelier? Ouais, mais tu viens pas de ce monde-là. T'as pas eu ce genre de discours, de narratif narratif autour de toi? Franchement, Manel, c'est le quotidien. Mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Non pas parce que je veux pas écouter, mais c'est que voilà, parfois tu sais, c'est comme ceux qui te donnent des conseils en entrepreneuriat ou en investissement. Ils ont jamais fait d'entrepreneuriat, ils ont jamais investi. Je suis allé, tu vois. Donc à un moment, ouais, non, c'est clair. Alors, si tu avais le pouvoir, enfin une baguette magique comme ça, d'imposer une règle, une loi, un principe que tout le monde, absolument tout le monde sur cette planète devait mettre en pratique, qu'est-ce que ce serait? C'est compliqué comme question parce qu'on ne pourrait pas faire qu'une, ce serait plusieurs lois, mais la notion du partage. Quand tu as quelque chose, ne pense pas que c'est que pour toi. Redonne aux autres. Et ça, on devrait l'obliger à tout le monde. Abdelali, merci du fond du cœur pour ce moment de partage. Merci à toi, merci. Merci infiniment pour ton engagement et franchement pour ton courage aussi. C'est une véritable leçon et une véritable inspiration. Merci infiniment encore une fois.
Merci à toi. Et en plus, on conclut avec Eden. Magnifique, c'est beau, hein, c'est des signes. Je crois beaucoup aux signes du destin, moi. Non, merci à toute l'équipe, merci à ton podcast et merci pour tout ce que tu fais. Et puis merci parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts que tu as fait sans citer Monseb El Khayat et plein d'autres que tu as invités. Donc tu as en tout cas invité de belles personnes. Merci encore à toi pour ton partage. À très bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet échange vous a plu. Si cet échange vous a touché, je vous invite à le partager autour de vous. Peut-être qu'il aidera quelqu'un à reprendre son propre chemin. Merci d'avoir investi votre temps avec nous. Je vous mets les liens vers nos pages LinkedIn et Instagram dans les notes de cet épisode. N'hésitez surtout pas à le partager, à écrire votre feedback, le message qui vous a le plus touché, le sujet qui vous a le plus parlé. Dernière chose, et c'est vraiment important pour continuer à faire grandir ce podcast, mettez une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous n'êtes pas sur ces deux plateformes, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, partagez avec vos amis ou collègues. C'est vraiment ce qui permet de donner plus de visibilité à ce contenu et en faire bénéficier le plus grand nombre. Mille merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.